BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Merci beaucoup. Bienvenue à nouveau et bienvenue à Jessica da Silva Villacastin, qui est aussi l'autre personne présente. Et j'espère que vous avez les pieds marrants, parce qu'aujourd'hui, on va s'embarquer au bord d'un cargo. Nous avons reçu il y a quelques temps un auteur appelé Pascal Janovjak qui nous parlait de l'univers trouble des supertankers, des pétroliers et tout ce qui se passe dans un livre qui s'appelait Le Voyage de Salem. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jessica da Silva Villacastin dans le livre Un boudoir dans l'Atlantique. Nous mène à bord d'un cargo, d'un porte-conteneur. Donc on va être dans l'univers de la marine marchande. Et qui est aussi un peu, on va pénétrer un peu dans son univers personnel parce qu'elle s'y est embarquée vraiment, donc elle a été en immersion, c'est le cas de le dire, dans le bateau, mais pas en submersion. Mais avant de commencer, on va vous présenter brièvement. Donc, Jessica, vous êtes journaliste et bien sûr auteur, donc vous avez fait des études des lettres, vous avez fait de l'arabe, de l'histoire médiévale et de l'hébreu biblique. Et après, donc vous avez entrepris une carrière de journaliste dans les médias, radio et des télévisions associatives, entre autres, et vous travaillez actuellement en tant que journaliste, notamment pour des émissions religieuses sur la première. Et donc les hautes fréquences et la matinale, et aussi chez Espace 2, donc il y a l'émission qui s'appelle Babel. Et donc là, est-ce qu'il y a un rapport d'ailleurs entre vos études d'hébreu biblique, d'arabe et ces sujets que vous abordez en tant que journaliste? Déjà, merci pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, je fais partie de la rédaction qui s'appelle RTS Religion. Donc, on s'intéresse aux faits religieux. Et puis, donc, on fait des émissions qui sont autant diffusées sur La Première que sur Espace 2. Donc, oui, mes études, c'est clair et net. En étudiant en arabe, il y avait aussi la civilisation arabo-musulmane, l'hébreu biblique. Voilà, c'est autant de clés pour quand même rentrer dans des questions qui sont en lien avec la religion, bien sûr. Et donc vous avez voyagé un peu partout, mais notamment au Moyen-Orient. Vous avez été au Liban, en Israël, Palestine, alors, vous pouvez parler très brièvement parce que c'est pas le sujet principal de vos expériences dans ces voyages. Bon, alors comme j'ai commencé assez tôt à faire de la radio associative, de fil en aiguille, j'ai fait ma première publicité de voix off, je faisais des voix de publicité, et puis avec mon premier cachet qui était pour moi très conséquent, c'était 500 ou 600 francs. Eh bien, j'ai pris un billet pour aller au Liban parce que j'avais envie de connaître le Liban. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu voyagé comme ça. Par curiosité, et j'avais un peu l'appel du Proche-Orient. Voilà, je me suis jamais installée là-bas, mais je suis allée 3 fois en Israël, Palestine. Après, je suis allée au Soudan. Enfin voilà, j'ai un peu vagabondé comme ça. C'est un peu Martine. Et puis en 2015, vous décidez de partir, cette fois-ci en utilisant un moyen de transport un peu particulier, qui est un cargo. Donc traverser l'océan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelle a été la motivation, un peu les déclencheurs de ce voyage et comment ça s'est mis en place? Bien, alors tout est expliqué depuis le début parce que ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu l'idée de faire cette transatlantique en porte-conteneur, j'ai commencé à écrire déjà 6 mois avant. Je me suis dit, je vais déjà écrire avant le voyage, à propos du voyage. Donc c'était vraiment comme c'est écrit en 4e de couverture, vraiment dans la nuit. Je suis quelqu'un d'un petit peu rêveuse. J'essaie toujours de trouver comment rendre ma vie palpitante, comment m'amuser dans cette vie, comment m'intéresser aux choses. Et étant très curieuse, je me suis toujours posé la question, c'est quoi ces énormes grues et structures et infrastructures qui sont dans toutes ces villes, mais qu'on voit jamais quand on se promène dans une capitale, on voit pas, mais quand on atterrit en avion, on voit au loin quelque chose qui se passe. Et ça, c'est les ports marchands. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Et en voyageant, j'ai toujours fait en sorte d'aller jusqu'au port marchand pour aller le voir. Donc, que ce soit à Hambourg, à Anvers, enfin, voilà. Donc, je sais pas pourquoi, une sorte de petite fascination sur cet espace qui est privé aux voyageurs citadins. Et voilà. Et un jour, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ça.
je vais prendre un porte-conteneur et puis je vais laisser filer le temps et essayer de comprendre aussi comment est-ce que ces marins y vivent au quotidien. Alors c'est très et c'est un peu comment dire, bien sûr que je fais pas un travail de sociologue, donc je prétends rien du tout, mais c'était une sorte d'aventure. Voilà, c'est une aventure que je me proposais de vivre pour connaître un petit peu plus la part humaine de la marine marchande, très grossièrement. Est-ce que c'était facile d'y accéder, tout le processus pour pouvoir affréter? Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de monde qui font cette démarche de voyager en cargo? Oui, alors là, c'est sûr que je me suis pas proposée pour aider en cuisine ou quoi que ce soit. Il y a ce fameux mythe de « Ah, tu prends le bateau, tu vas travailler avec… » Non, on va pas te laisser travailler dans un porte-conteneur du tout. Il y a des agences. Il y a une agence à Paris qui propose justement des traversées en porte-conteneur parce qu'il y a quelques cabines qui sont réservées à des voyageurs, donc ça rentabilise aussi un peu. Et pour le coup, dans ce porte-conteneur qui était assez petit, de vieille génération, il y avait peut-être 4 cabines, si je dis pas des bêtises. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'étais la seule passagère. Je pense que ça aurait pas été pareil si je devais vivre avec des gens qui voyageaient pour X ou Y raison. Ça m'intéressait pas du tout de faire une traversée avec des gens, ni de faire une croisière. Je voulais vraiment être isolée avec les gens qui travaillent au quotidien. Donc c'était parfait pour moi. Donc c'est facile de trouver, il faut payer. C'est-à-dire que moi ça m'a coûté presque, je pense, 1000 et quelques euros. Hein, quand même, c'est pas. Par contre, il faut dire que on va pas consommer à bord. Il y a rien à acheter. Il y a pas de machine pour acheter des produits ou autres. Donc en fait, on va avec ce qu'on a. Et puis on mange comme les officiers et les marins, la même cuisine qu'ils font chaque jour. Donc on ne dépense rien à bord. Il n'y a pas de notion de shopping, quoi. Donc ça, c'est très libérateur aussi parce qu'on ne se pose plus de questions. Donc quand on se dit 1000 euros, mais on est 2 semaines nourris, logés, sans souci. Bon, voilà, il faut les faire à terre 1000 euros en dormant au chaud tous les jours. En affrontant petite réflexion comme ça. Les intempéries. Bien sûr. Alors, ce que je vous ai pas, j'ai dit quand je vous ai présenté, c'est votre date de naissance. Et parce que je le dis parce que c'est important dans le livre parce que vous êtes né en 14 août et vous avez fêté votre 30e anniversaire sur ces bateaux. Est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était voulu? Non, c'est parfaitement hasardeux. Je ne fête presque jamais mon anniversaire. Enfin, je le fête pas, mon anniversaire. C'était hasardeux, c'est-à-dire c'est le jour. Donc, transatlantique, je suis partie, pour un peu quand même expliquer, je suis partie du Havre jusqu'à Cayenne, en Guyane. Donc, mais il y avait des arrêts à Trinité et Tobago, et puis je me rappelle plus, 10 ans, quelle mémoire. Bref. Et la première fois que je traverse l'Atlantique, la première fois qu'on pose le pied à terre, après une dizaine de jours, c'est le 14 août 2015. Mais vraiment par hasard. En plus, ils sont pas des fois sûrs, des fois à un jour près ou 2 jours près, on peut, en fonction de la météo ou autre, ça peut changer. Donc, au fait, j'avais une idée d'estimation. C'était plutôt le 15, finalement on arrivait le 14, et puis c'était sympa symboliquement, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis vite allée acheter dans un petit market, parce que tous les marins profitent de ces haltes pour vite aller acheter leurs cigarettes, leurs petits trucs à eux, etc., ou des chewing-gums, enfin des trucs qui leur font plaisir. Et donc j'ai vite profité pour acheter de quoi faire un peu bombance après avec les marins, parce que donc je l'ai acheté, puis après on a pris l'apéro et puis mangé des petits trucs que j'avais achetés, des gâteaux. Puis c'était plus pour eux finalement. Ouais. Alors, ce que je vous propose avant de continuer, c'est pour nous mettre un peu dans l'ambiance du bateau, c'est de montrer quelques images qui ont été filmées par. Si je peux aller puis tu me dis comme ça tu peux les commenter. La vidéo oui. Ou okay. Ça, c'est dans les bateaux. Donc là, c'est ce qu'on voit depuis la cabine. C'est vraiment assez joli. Et là, c'est à l'avant, la proue du bateau.
Voilà, c'est juste quelques images un peu que j'ai prises comme ça, hein, sans aucune prétention. Si jamais, voilà. Pas de problème. Donc au début, là, sur la vitrine, il y avait de la buée, et puis j'ai mis Cargo 2015, voilà. On est tout seul, hein, on s'amuse comme on peut. Je chantonne. C'est Césaria Evora, que j'adore. Donc là, on voit la partie la plus en avant du bateau. Là, il faut vraiment beaucoup se pencher. Faut pas avoir le vertige parce que c'est vraiment haut. Mais il fallait quand même que j'ai des belles images, j'avais envie. Là, on voit l'horizon. C'est très calme à l'avant du bateau. C'est très, très calme. Et là, surprise, dans la cabine. Horrible. Chaque seconde, une aiguille faisait ce bruit horrible. Bon, là, on est à la commanderie, donc à l'avant du bateau, là où il y a le capitaine, les officiers. On voit à l'avant aussi les conteneurs, et puis l'une des grues, qui sert justement à lever les conteneurs. Et là, à l'horizon... on peut mettre pause, bénis-nous, si jamais. Ça, c'est ce qu'on entendait régulièrement. C'est le capitaine qui annonce qu'on va retrancher 1 heure parce que, au fur et à mesure qu'on avance, on change de fuseau. Donc voilà. Donc c'était la petite voix comme ça grésillante. Donc j'ai réussi à la voir une fois. Elle correspond pas avec l'image. C'était juste pour avoir les quelques petits sons. Et puis là, il me semble que ce paysage-là. Là, on a autre chose. Là, c'est la grosse tempête, donc golfe de Gascogne, mal de mer. Au moins, c'est vite réglé. C'est dans les 2 premiers jours. Donc là, c'était le début du mauvais temps. Après, ça va être pire, mais je suis dans la cabine parce que je suis pas bien. Et là, on a entendu de nouveau cette aiguille qui fait un bruit horrible. Et là, moi, je l'ai désactivée avant de prendre le large. Donc, au Havre, c'était réglé. J'étais dans la cabine, j'entendais ça. Je me suis dit, toi et moi, ça va pas aller. Si je prends le cargo, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de notion de temps. Oui, c'était une horloge, une montre qu'on avait en cabine. Et je suis pas très bricoleuse, mais j'ai réussi à le faire proprement. J'ai pas réussi à la réactiver après, par contre. je tiens à le dire. Ouais. Donc là, il y a parmi les choses qui ont été montrées, il y a la notion du temps aussi, parce que aussi il y a ces temps qui changent constamment, et puis là, les mal de mer. Vous êtes devenu une sorte de spécialiste de mal de mer, je crois. Et j'ai un petit texte peut-être à lire, parce que là vous parlez des 2 choses justement. Si d'accord de lire un petit. Bien sûr, je dis oui à tout. Je lis moi alors. L'autrice va lire. La mer endorphine, elle vous secoue puis elle vous berce. Le mal de mer est une leçon continue. Après une tempête de 46 nœuds, entre parenthèses, ai-je bien compris, qui nous a violemment surpris la nuit passée et durant laquelle j'avoue avoir songé au pire scénario avant de me laisser aller au destin de la nuit, de la mer et des hommes du C.C. Platon. Je me sens en cours de réconciliation avec ce que l'on devrait moins souvent confondre avec le courage, la confiance en l'autre. Je n'ai plus versé une larme depuis que j'ai pris le train de 11h42 pour Paris, lundi 3 août. Je n'ai pas eu un instant de mélancolie en haute mer. Je vis dans le sensé, dans une temporalité juste par rapport à mes sens, puisque je m'aligne, je me tâte, je me règle à ces constants imprévus. À force de repositionnement, je me recentre mentalement chaque fois plus moi-même. Nous formons, les hommes de l'équipage et moi, un microcosme paria en comparaison avec ceux qui vivent pied à terre, et les quelques règles que nous nous imposons sont au final des rendez-vous certains, apaisants et vitaux. Quand la nuit semble approcher, un peu de la musique de chacun s'échappe des cabines, et l'on n'oubliera pas de régler nos montres et notre réveil, car les heures de l'Atlantique sont trompeuses. Il y a longtemps que j'avais pas lu ça. Donc ça... Ouais, c'est très, très bien. Regarde, ça, c'est vrai, c'est ces heures qui sont trompeuses parce qu'en fait, il y a comme vous avez dit,
avec la voix du marin, du capitaine qui a annoncé, il y a des changements d'heure qui sont un peu fous, parce que ça correspond pas c'est un peu particulier, les fuseaux horaires tels que, les heures telles qu'il est récentes et qui sont conçues pour les marins. Ça, vous pouvez nous parler un petit peu, comment ça se passe pour les changements d'heure sur le bateau? Alors, c'est sûr que nous, sur le bateau, on s'aligne un peu quand même, je vais dire ça autrement. Je pense qu'à un moment donné, je me suis même plus rendu compte, au fait, de qu'est-ce qui se passait, au fait. Je sais pas comment expliquer ça un peu mieux. On se règle à la temporalité aussi de la lumière, du lever enfin, il y a une dynamique qui est propre au jour et à la nuit. Mais ensuite, effectivement, on a des tranches horaires pour manger qui étaient de 2-3 heures. Et donc, ça reste toujours un peu vague. C'est précis, mais c'est vague. Par contre, eux ont vraiment un horaire. Sinon, ils sont là pour travailler, donc ils ont des horaires. Donc, il y a des quarts. Tout ça, c'est vraiment scrupuleusement respecté. Mais pour moi, j'étais un peu dans un à peu près. Vraiment. Allègrement. Ouais, tous ces marins qui viennent d'origines différentes, ça c'est intéressant aussi dans votre livre. Vous êtes sans faire de la sociologie comme vous dites, mais quand même vous avez par la force des choses dans les vécus côtoyé. Et si vous pouvez nous parler un peu de la composition de cet équipage et puis des particularités et des hiérarchies, des choses comment c'est conçu dans ces bateaux. Assez rapidement, on se rend compte que quand on va justement la commanderie là du côté de la navigation, on voit tout de suite un peu que les faciès sont totalement différents en fonction des rôles. Donc là, on se dit ok, je pense que je vais plutôt trouver dans les machines des personnes qui s'occupent de manutention ou d'aspects techniques, des Philippins, beaucoup. Mais on avait aussi des officiers philippins, c'était plutôt des jeunes, donc c'est une nouvelle génération. Mais majoritairement, c'était quand même beaucoup des Roumains. Il y avait un Bulgare à un moment donné, qui était donc des officiers. Et puis, il y avait par exemple, pour le travail, on va dire, le moins, qui demandait le moins d'études, entre guillemets, il y avait 2 Indiens. Juste 2 Indiens. Mais le cuistot, c'était un Philippin. Et le cuisinier à bord, c'est vraiment important parce que si ça ne marche pas, il cuisine pour tout le monde. Le Philippin, il cuisinait autant pour les officiers que pour le capitaine, Romain. Donc, ça dépasse la cuisine, on va dire. Ça dépasse une cuisine spécifique qui doit cuisiner pour tout le monde. Mais ce que moi je remarquais un petit peu comme ça, c'est qu'il y avait le salon des officiers, donc avec les Romains qui venaient à la cool, regarder des films, etc. Et puis un salon où se réunissaient les Philippins. Et c'est pas écrit c'est le salon des Philippins, mais c'est comme ça que ça se passe. Les gens se divisent un peu. Et c'est très rare qu'ils se retrouvent ensemble. Parce que pour manger, les officiers mangent dans un espace et les Philippins vont manger dans leur salon. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de séparation. Et la seule fois où ils se sont mêlés, c'est parce que moi j'aime beaucoup chanter. Donc j'ai fait un karaoké avec les Philippins. Et puis comme je m'entendais bien avec des Roumains, du coup ils sont venus pour voir comment je chantais. Et c'est la première fois où ils se sont mêlés. En fait, ils me l'ont dit, c'est la première fois qu'on est là avec les Philippins assis comme ça dans les canapés ensemble. Donc j'ai au moins participé à ça. Et puis pour l'anecdote quand même, les Philippins, c'est vraiment des becs à miel. Et ils sont toujours en train de manger des choses sucrées. Et le cuisinier, en fait, dans leur salon, il y avait toujours un comment est-ce qu'on appelle ça, un autocuiseur de riz, un boiler ou voilà. Il y avait toujours du riz qui était prêt à manger à n'importe quelle heure. Et puis il y avait plein de petites madeleines, de cupcakes, enfin plein de pâtisseries. Et c'est vraiment des gens qui apprécient de manger, et ils mangent pendant toute la journée qu'ils sont en train de manger. Mais c'était aussi une sorte de petite faveur, on va dire, du côté de la cuisine. Mais voilà. Donc les Philippins, les Bulgares, les Indiens, et puis entre eux, ça c'est parce comment il y a des tensions, ou ça il y a une harmonie dans les. Alors moi j'ai pas vu d'embrouille, j'ai pas vu de dispute. Voilà. Mais je dirais qu'au quotidien, il n'y a pas vraiment de relation entre eux. Sauf quand on voit qu'il y a des officiers philippins, des jeunes officiers philippins, qui eux travaillent justement avec le capitaine, qui était roumain. Donc là, c'est sûr que là, pour le coup,
il y a plus de question de nationalité. Là, on est vraiment dans la hiérarchie du bateau. Mais tout le monde doit compter sur tout le monde. C'est ça en fait qui devient intéressant. Une fois que les gens sont en mer, tout le monde joue un rôle, et donc tout le monde, il y a une sorte d'interdépendance nécessairement. Et ça, c'est important que ce soit respecté. Et on sent que c'est respecté parce que sinon, il y a tout qui s'effondre. Tout le monde a besoin de tout le monde. Donc l'esprit d'équipe doit être là. Donc je dirais que j'ai pas vu parce que c'est pas possible. Sinon, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Il y avait... Oui. Est-ce qu'il y a un micro... Attends, Fanny va te donner le micro des... Fanny va te donner le micro, comme ça elle peut répondre. Voilà, c'est Monique Causandet. Comme on parle des marins, de l'équipage, il était composé de combien de personnes à peu près? Je me rappelle. Si. Merci. Non, mais, je me rappelle pas. 10 oui, ou 20 ou 30. Une vingtaine. C'était une vingtaine. On avait un trombinoscope, une feuille avec les visages de tout le monde et les noms. Il me semble que c'était une vingtaine. J'espère ne pas dire des bêtises. Mais comme ça, dans ma tête, 20 à 30 peut-être. Mais assez rapidement, tous les visages deviennent familiers. Parce que je les ai tous vus. C'était pas un grand bateau non plus, hein. C'était un petit porte-conteneur, donc ça c'est aussi assez spécial. Et la langue de communication, c'était laquelle? L'anglais. L'anglais. Tout le monde parlait l'anglais. Après les Philippins entre eux, tagalog, voilà. Mais sinon c'est anglais. Ouais. Et puis votre intégration ça s'est bien passé, vous avez été facilement accepté? Oui, très bien. Quand j'ai compris que j'étais la seule à bord, j'étais très rassurée. J'avais pas du tout envie qu'il y ait... J'avais pas pensé à la possibilité qu'il y ait d'autres passagers. Et après, quand on est parti, je me suis dit, je suis la seule. Et en fait, paradoxalement, ça m'a rassurée d'être la seule passagère. Et d'être femme, la seule femme à bord, pareil. Mais, ce que je tiens quand même à dire, c'est que là, ça fait un peu genre, ouais, j'ai peur de rien, etc. Mais c'est pas vrai. Moi, j'avais beaucoup de crainte avant de prendre ce porte-conteneur. J'avais la crainte de me sentir enfermée, de pas pouvoir sortir, d'être un peu piégée dans l'enfermement, quoi. J'avais peur de ça. J'avais peur. J'avais pas peur des gens. Mais j'avais peur de ce que je pouvais pas encore prévoir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je dois craindre que j'ai pas prévu? J'avais tout prévu, donc j'ai même fait une liste de tout ce que je craignais. J'ai comme ça, une fois qu'on a tout posé, s'il y a quelque chose qui se passe que t'as écrit dans ta liste, au moins t'as déjà fait une part de travail d'un point de vue émotif. C'est-à-dire que tu t'es déjà confronté à la crainte de je vais avoir mal aux dents, on va me violer. Non, mais j'ai dit des bêtises, mais j'avais mis plein de choses dans ma tête. J'avais pensé réellement et sincèrement à tout ce que je craignais. Et puis comme ça, c'était déjà un peu fait, quoi, dans la tête. Il y a une suggestion, ça aide. Ça fait un peu... ça fait un petit peu psycho ce que je dis, mais c'est un peu de la psychiatrie tout ça, là. C'est vrai qu'elle est très seule pendant des... Ça durait combien exactement la traversée d'un bout à l'autre? C'était 2 semaines. C'était une dizaine de jours en tout cas avant d'arriver à Trinité-Tobago, ou dans les Antilles néerlandaises, pardon. C'est là où j'ai fait mon anniversaire, pardon. Et puis, donc je sais plus si c'était 10 ou 13. Ensuite, en arrivant à Cayenne, comme il restait plusieurs jours pour justement prendre les conteneurs, aller ravitailler les supermarchés, et ils attendaient aussi d'autres marchandises à remettre parce qu'ils continuaient jusqu'au Brésil. Il reste 2 jours, le temps qu'il faut, on va dire, pour que le cargo reparte et soit, on va dire, rentable. Et j'ai réussi à négocier pour rester une nuit de plus à bord. J'arrivais pas à partir du bateau. Je trouvais que c'était dur de partir. Vraiment, c'était très dur. Donc, je voulais passer un maximum de nuits encore, donc je suis restée à quai. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez développé des liens assez profonds, même si les temps étaient courts avec l'équipage, avec l'ambiance. Oui, il y a des personnes avec qui je discutais. J'en parle, Galac. Quel nom, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon. On discutait un petit peu, on se promenait. Au début, je posais beaucoup de questions aussi aux gens parce que j'avais pensé à un petit questionnaire.
c'est mon côté journaliste, ça. Et je voulais leur poser des questions pour voir comment est-ce qu'ils travaillaient, quelle était leur perception du temps, enfin plein de choses. Là, c'était un peu limite sociologue. Mais j'avais fait des feuilles pour qu'ils remplissent. Et puis il y en a quelques-uns qui l'ont rempli. Puis d'autres, après, ils étaient « Ah, mais vous êtes qui au fait ?» Il y en a qui pensaient que j'étais peut-être envoyée par la compagnie pour voir comment est-ce qu'ils bossaient. Donc il y a eu un peu un truc, ou si j'étais psychologue. Puis après, finalement, ils ont compris que non, quoi, que j'étais juste quelqu'un d'un peu fantasque, qui aimait bien écrire. Ils me voyaient dessiner, écrire, toujours sur ce petit bureau. Donc c'est l'image de la couverture de mon livre. C'est un petit bureau, en acier tout blanc. Et j'écrivais là, donc ils me voyaient tout le temps en train d'écrire avec plein de paperasse. Peu à peu, il y a eu cette confiance qui s'est créée. Et donc nécessairement, il y a eu des liens. Moi, je m'entendais bien avec plein de gens. Je rentrais dans leur cabine. Je voyais qu'ils avaient plein de photos, les Philippins, de leur famille. Le calendrier, ça c'est quelque chose qu'ils avaient tous. Un calendrier avec des croix. Et la petite photo à côté de leur lit. Donc oui, je suis rentrée dans leur cabine, donc je suis quand même rentrée dans leur intimité. Ils m'ont quand même ouvert les portes de leur cabine. Oui. C'était plus facile avec les Philippins, il y avait des gens qui étaient plus ouverts que d'autres, c'était... Les Philippins sont très ouverts. Donc ils étaient très contents de me voir. Ils ont un côté aussi très familial. Ils sont toujours ensemble. Il y a quelque chose de très très protecteur entre eux. Et puis comme il y a des petits mots qui se ressemblent un peu avec le tagalog et l'espagnol, on rigolait un peu sur des mots du tagalog qui venaient de l'espagnol. Mais j'ai aussi beaucoup discuté avec des Roumains. Donc voilà. Mais c'était une autre pudeur. Il fallait un peu plus de... Et puis, il fallait aussi gérer la question de... On est quand même une femme. Il fallait quand même assez rapidement poser des limites ou ne pas être ambigu. Voilà. Donc, il y a des façons de faire. Ça peut être comment on s'assoit, comment est-ce qu'on parle. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on arrive à montrer qu'on ne veut rien. Et puis qu'on veut pas qu'il y ait non plus de suggestions qui soient faites. Mais après, ça se passe très bien. Mais comme je suis assez habituée à travailler avec un milieu d'hommes, à cette époque-là, je travaillais qu'avec des hommes. Je ne fais pas de jugement, mais j'étais assez à l'aise avec être dans un milieu masculin. Et là, vous avez fait c'était un peu cette immersion au niveau humain, mais aussi vous parlez dans votre livre, là, il y a des moments où je ne sais pas si c'est une recherche que vous avez fait avant ou a posteriori sur le fonctionnement de ces porte-conteneurs et de ce que ça implique. Je ne sais pas si vous voulez nous parler un petit peu, ou sinon lire un petit l'extrait qui en parle. Vous parlez de la valse mondiale des conteneurs, mais oui. Bon, je lis volontiers. Je me suis informée autant avant qu'après, parce qu'ensuite, en le vivant, on se pose de nouvelles questions. Donc c'est sûr que... Donc c'est ça. Ouais, je vais jusqu'où okay. Donc la valse mondiale des conteneurs. Ces immenses portiques qui ne cessent de travailler sur le quai des Amériques s'inscrivent en continuité avec une grande révolution qui a eu lieu dans la première moitié du XXe siècle. La conteneurisation. Ingéniosité attribuée à l'entrepreneur américain Malcolm Purcell McLean qui cherchait à optimiser le transbordement de marchandises. Le conteneur standardisé connaît un vrai succès avec la guerre du Vietnam. La généralisation de cette unité de transport intermodal s'accompagne alors de nouvelles infrastructures portuaires et de navires spécifiques pour remplacer le cargo polyvalent de l'époque, les porte-conteneurs. Aujourd'hui, c'est le dry, conteneur standard de 20 pieds, alors après c'est très technique, soit un EVP, qui sert d'unité de mesure pour quantifier la capacité d'un porte-conteneur. Le CMA-CGM Platon, ayant une capacité d'environ 1700 EVP, il peut donc accueillir 1700 boîtes standards ou 850 boîtes de 40 pieds, et ainsi de suite. Ça, c'est le mien. Enfin, le mien. Selon la nature de la marchandise, le conteneur peut être réfrigéré, reefer, à toit ouvert, open top,
décloisonnés latéralement et sur le toit, flat, rack, voire encore par exemple de type citerne, tank. Les différentes dimensions par type de conteneur sont normalisées par l'Organisation internationale de normalisation et le Bureau international des conteneurs et du transport intermodal. Mais plus communément, il s'agit de boîtes de 20, 30 ou 40 pieds pour une largeur de 8 pieds. Hormis les conteneurs ISO utilisés pour le transport maritime, ferroviaire et routier, on retrouve également dans le fret aérien d'autres conteneurs et palettes spécifiques à cet environnement. Le conditionnement standardisé est devenu une généralité. Dans cet environnement-là, est-ce que est transporté je dis toujours votre cargo, avec quoi vous voyagez dedans? Vous savez pas si c'était des jeans, des produits chimiques? Oui, alors c'est vrai qu'on peut savoir le niveau de dangerosité du bateau avec des drapeaux. Donc il y a tout un code de drapeaux et de couleurs qui indique si le bateau transporte quelque chose d'inflammable, de plus ou moins dangereux, voilà. Donc ça, on avait un drapeau rouge, donc il y avait en tout cas quelque chose, mais on ne vous dira pas ce que c'est. Et en plus, ce que je me rappelle, c'est qu'en allant voir le capitaine, parce que j'allais quand même le voir tous les jours, c'est la plus belle partie du bateau, on s'est dégagé, on peut suivre aussi l'avancement, le cap qu'on tient, et ils ont plein d'écrans avec la météo, avec le positionnement du bateau, donc tout ce qu'il faut pour une navigation moderne. Et il y a un écran où il y a un petit voile noir dessus. Et au fait, ce petit voile noir, c'est parce qu'au fait, tout le monde ne peut pas regarder où se trouve quelle marchandise. Sur cet écran, il y a au fait la vision, on va dire, de la marchandise sous forme justement de boîte et avec des indications en couleur pour spécifier dans quelle zone du bateau il y a telle et telle marchandise qui est entreposée. Donc ça, c'est que le capitaine normalement qui a le droit de voir. Donc ça, il y a une part de secret là-dedans. Il y a donc beaucoup de mystères autour de ce qui dort sous nos cabines. Donc on vous dit pas, vous allez voyager avec des choses dangereuses. On ne sait pas. Et on peut pas savoir. Mais bon, heureusement vous êtes arrivé jusqu'à terme. Donc là vous allez jusqu'en Guyane. C'était pourquoi que vous allez, quelle était la raison par laquelle vous avez décidé d'aller jusqu'à Guyane française? Alors initialement je voulais pas faire Havre Cayenne, je voulais faire autre chose, mais ça jouait pas avec les dates. C'est toujours le hasard, hein. Du coup, j'ai pris Le Havre Guyane. La Guyane, j'avais aucune idée de ce que c'était la Guyane. Très sincèrement, à part Cayenne, de nom et 2-3 choses. Donc c'est vraiment par hasard. Par contre, je me suis informée avant d'y aller, bien sûr, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'arrêter en Guyane sans me rendre à Kourou. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse le possible pour faire une demande presse, pour aller voir ce centre spatial guyanais et comprendre aussi. Et c'est de nouveau un peu comme le porte-conteneur. C'est encore une autre aventure, encore un autre non-lieu où se passe beaucoup de choses. Et il y avait un lancement d'une fusée aérienne qui était prévu. Donc j'ai fait en sorte de m'accréditer avant le voyage en me disant, si j'arrive à temps, j'irai voir le lancement de la fusée Ariane 5, VA, enfin le lancement, X-lancement. Et je ne savais pas si j'allais arriver à temps, parce que les choses, elles peuvent changer avec le bateau. Et puis, je suis arrivée juste un jour avant. Donc, c'était parfait. Donc, l'aventure 2 a commencé en Guyane, où je suis allée au centre spatial guyanais pour assister à un lancement d'Ariane. Alors, du coup, là, ça voulait rien dire parce que après toute cette tranquillité, on se retrouve avec toute cette cette animation avec toutes ces sociétés qui sont là-bas. Et il y avait justement Emmanuel Macron à l'époque qui était ministre du numérique et il était présent. Et puis je me rappelle que j'ai fait 2-3 photos parce qu'on était à côté. J'assistais en tant que presse, donc voilà. Et je me rappelle toujours que l'attaché de presse du centre spatial m'a dit il voulait faire une interview du ministre, et puis dans ma tête, le réflexe journalistique, il était vraiment éteint.
Je me suis dit, ah non. Je veux pas d'interview. Par contre, je voulais avoir le directeur des opérations du centre spatial. Donc je l'ai fait le lendemain. Je voulais quelqu'un de technique, mais je voulais pas. Et puis je voyais que tout le monde était autour de Emmanuel Macron, voilà, tout ça, avec tous les représentants aussi des différentes sociétés, puisqu'on lance quand même des satellites de télécommunications et autres, donc il y a beaucoup d'argent là derrière. Et puis Macron, il était 2 mètres de moi. J'avais aucune envie de. J'ai vraiment éteint le réflexe journalistique et c'est très bien comme ça. De toute façon, il allait pas me parler lui du centre spatial. C'était pas vraiment lui la personne indiquée pour me parler de ça. Peut-être qu'aujourd'hui il préférait parler de ça que. Peut-être bien que oui. Bon, quand même. Après, il y a eu. Comme je suis arrivée en même temps que Monsieur Macron, il y avait quand même beaucoup de choses dans la région. C'est petit, entre Cayenne et Kourou. Bon, il y a peut-être 2-3 restaurants qui sont courus par les Occidentaux. Donc, du coup, partout où j'allais, il y avait une conséquence de la venue d'Emmanuel Macron. Donc, il y avait toujours quelque chose. Je connais une dame, une Guadeloupéenne, elle est cuisinière. C'est celle qui a cuisiné pour Macron dans le restaurant X. Il y a tout qui est en lien avec Macron. Tout le monde est relié, quoi. Mais ça m'arrive souvent dans les voyages. J'avais eu ça aussi avec en Argentine, avec Obama. Il y avait toujours quelque chose. Le monde vit. Un faux hasard. Mais la Guyane vous a servi aussi en quelque sorte comme sevrage de ces mondes marins et de cet univers auquel vous êtes attaché. Il y a un très très beau passage dans votre livre où vous parlez de ça et j'ai trouvé très beau. Puis j'ai obligé à cette lecture. Je prends toujours votre livre alors que je l'ai aussi. Ah, ouais, bon. C'est marqué. Attends, je vais dire oui, c'est ça. Un sevrage en Guyane. Cayenne, 20 août 2015. L'Atlantique a été un mirage effleuré, le tatouage sensible d'un symbole imparfait, indéfini, qui s'était esquissé en moi jour après jour au large. Le mal de terre, ce n'est pas une question d'équilibre de l'oreille interne, mais une question d'équilibre des émotions. Après cette paix en haute mer, paradoxalement ourdie par le bercement des machines du porte-conteneurs, après ces jours et ces nuits passées dans cet espace qui nous rassemblait, autant qu'il finissait à la longue par nous définir, après ces longs matins qui laissaient envisager tout et son contraire et qui débutaient chaque fois plus tôt au fur et à mesure que nous nous approchions de mon escale finale, en réalité, j'étais comme alerte avant l'heure, anticipation de la séparation. Ce matin, mon cœur oscille entre une joie qui est celle de la découverte de cet autre qui porte encore le nom trop vaste de Guyane, et une mélancolie qui a sorti ses plus belles parures alors que je faisais mes adieux à ces hommes de la mer, un par un. Oui, ça va être un moment émouvant, c'est un poétique. J'ai pas dit dans la présentation, vous êtes aussi poète, donc vous avez écrit aussi un livre des poésies qui s'appelle Embargo. Et je pense que vous écrivez toujours de la poésie. Oui, là surtout maintenant la poésie. J'ai d'autres projets d'écriture, mais là je suis retournée à la poésie de façon un peu violente au vu de la situation, de l'actualité. Ouais. Oui, tout à fait. Et là vous parlez de ces marins que vous avez salués un par an. Et la question que je me posais, est-ce que vous avez gardé le contact avec certains, pas avec tous, mais avec ceux avec lesquels vous avez eu des contacts les plus proches, les plus intimes, les plus personnels? Est-ce qu'il y a eu un contact qui s'est maintenu après votre départ? Alors, pour ce qui est de Galac, je vais envoyer une lettre, enfin un mail après, comme ça. Et puis pour les Philippins, ils sont sur Facebook. Alors du coup, chaque année, ils m'envoient un petit message. Voilà, donc quelques Philippins, oui. Donc et je vois un petit peu, parce que celui-là il a grandi, lui il s'est marié, voilà. C'est pas un rapport où on s'écrit, mais on réagit, où il y a des fois des petits clins d'œil. Et voilà, donc oui. Et les Indiens aussi, les 2 Indiens aussi. Oui. Ouais, intéressant. Là, en plus de ces contacts, parce que il y a le mouvement, il y a l'apprentissage, mais est-ce que ça vous a changé
est-ce que ça, le fait de ces voyages, est-ce que ça, vous avez remarqué qu'il y a eu des changements en vous par rapport à la perception du monde ou des gens? Bon, ça c'est un peu compliqué. C'est forcément quelque chose qui nous change. C'est encore là ce matin, en prenant le train, je me suis dit tiens, il y a 10 ans quand même que t'as fait ça. Puis c'est toujours présent c'est toujours présent. C'est un peu c'est pour ça que j'ai appelé ça un boudoir sur l'Atlantique. Le mot boudoir pour moi il était important. Même s'il y en a qui m'ont dit oh ça fait un peu bizarre. Bon, voilà, donc c'est vraiment un boudoir parce qu'il y a je pense, je vais le dire ça comme ça très simplement. Je l'ai écrit à la première personne. J'ai écrit chaque fois ce que j'ai lu avant. Moi, ça me touche un peu de le lire parce que c'était moi qui l'ai écrit comme ça ce jour-là. Parce que j'écrivais vraiment le jour où c'est écrit, j'écrivais vraiment ça. Donc, c'est très honnête avec soi-même. Et c'est une démarche qui nous apprend à soi-même à être fort, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça, je pense. C'est une démarche. Pour moi, c'est traverser l'Atlantique. Souvent, quand les gens me disent ah, t'as fait ça toute seule et tout, je dis ça m'a aidé. Mais ça m'aide encore tous les jours. Quand il y a un moment, il y a une adversité ou une difficulté ou quelque chose, je me dis si tu veux, tu peux, Jess, trouver cette paix avec toi-même et te sentir aussi bien n'importe où ou face à l'inconnu ou avec des gens que tu ne connais pas. C'est forcément que c'est une leçon de vie. Et j'ai essayé aussi de beaucoup donner de moi au fil de mes rencontres en Guyane où j'étais devenue un peu je parlais pas beaucoup, j'étais devenue presque un peu demi-sage. Je me rends compte que j'étais beaucoup dans ma petite bulle, donc j'avais des échanges des fois avec des gens. Je me dis tiens, aujourd'hui je me dirais t'es un peu perché quoi, mais on est tellement transformé par cette solitude quand même que ensuite tout paraît délicat, tout paraît important. Chaque rencontre c'est un rendez-vous. Donc toutes les personnes que j'ai croisées en Guyane, j'ai eu tout de suite des histoires incroyables. Enfin, vous mettez un petit peu en danger à un moment donné. Heureusement que vous avez connu. C'est vrai. Mais parfois on est en danger et on le sait pas. Donc oui, j'ai pris des risques. C'est tout simple en faisant du stop. Mais j'ai déjà été en danger à Genève. Voilà. On prend toujours des risques, mais c'est aussi le risque de faire des rencontres. Oui, votre livre, c'est parce qu'il y a des moments très poétiques comme on a vu, il y a des moments qui sont plus d'analyse et des réflexions, même philosophiques parfois, mais officiellement en tout cas, il est présenté comme un roman. Et est-ce que c'est vous qui choisissez, comment vous le voyez vous-même ces choix de présenter le livre en tant que roman? Un mauvais choix. Un mauvais choix parce que j'aurais préféré qu'il soit avec les récits de voyage, hein, puisque c'est vraiment ça. Alors un mauvais choix, c'est un peu ma faute aussi. C'était en discussion très honnêtement avec l'éditeur, on discutait, voilà, et puis c'était pour des questions un peu stratégiques, on va dire qu'on a mis roman et pas récit, mais aujourd'hui je dirais que je regrette, mais c'est pas très grave, mais c'est pas du tout un roman. Tout est vrai là-dedans, il n'y a pas de fiction, c'est un récit. Ça devrait être avec les récits de voyage, sincèrement c'est ça. C'est pas le bateau, c'est l'équipement. Donc oui. Bon, en même temps c'est un récit de voyage riche parce qu'il y a oui, Comme dit, la préface, donc c'est David Collin, qui est plus de ce monde. David Collin, qui était un producteur d'une émission littéraire sur Espace 2 et qui était aussi un écrivain. Et David Collin, je l'ai connu dans les années 10, comme je dis, les années 10, à travers la littérature. Et j'ai relu le mail. Tout honnêtement, j'ai relu le mail que je lui avais envoyé, son retour avant de faire la préface. Et David, ce qu'il me disait, je l'ai pas fait, sinon ça serait pas sous cette forme, mais il avait, je pense, très raison. Il m'a dit, tu devrais réduire tout ce texte peut-être et garder
et plus aller chercher les aspects poétiques et que ce soit plus quelque chose d'un peu, voilà, une sorte de, comment dire ça, une mosaïque, on va dire, d'étapes, de fragments plutôt poétiques, un peu impressionnistes. Il était presque dans cette idée-là de me dire, j'enlèverai plus et puis voilà. Et puis avec plein de choses, il avait pris plein de passages, quelques-uns que tu as aussi choisis. Et j'ai relu le mail. Il m'a dit c'est une autre façon, ça pourrait être encore un autre livre si tu faisais ça. Mais sinon, rien de mal quoi. Enfin, tout va bien. Et puis il a écrit aussi deux choses que je trouve. Il a trouvé le terme. Il parle de reportage poétique. Et voilà, il avait déjà tout compris. Mais je pense que ce qu'il y a de mieux dans ce texte, c'est peut-être les moments poétiques, hein, mais voilà, mais voilà, c'est ça aussi. Mais bon, ça aurait été autre chose, et puis c'est comme ça. Ça complète bien, parce que justement, il y a un moment donné, on veut savoir comment ça se passe, ce monde du cargo, on est intéressé pour comprendre, parce que c'est quoi, 90% du commerce qui transite par tous ces bateaux. Donc et puis tous ces moments de poétique, de réflexion, ça enrichit, ça adoucit donc je pense que c'est justement cet équilibre là qui rend les livres originaux. Je vous disais que c'était le porte-conteneur, c'était l'affréteur horizontal, et après avec la fusée on est avec l'affréteur vertical. Je pouvais pas trouver plus après. Au retour j'ai pris l'avion, je suis désolée, j'avais pas assez de vacances, voilà, mais oui, d'ailleurs, vous faites une analogie, une comparaison entre les deux, parce qu'il y a un côté un peu éphémère. Enfin, tous les deux partent un peu à la décharge une fois qu'ils accomplissent la fonction, les chargeurs et puis les cargos, les bateaux. Bon, on peut se poser la question de où finissent les vieux cargos. Et ils sont aussi vraiment abandonnés. Ils se désintègrent moins, par contre. Mais à la base, le Platon, le CC Platon, donc ce porte-conteneur, il fait l'ancienne route des bananiers. C'est pour ça qu'on allait à Trinité Tobago, après ils sont allés jusqu'au Brésil, et ça revenait. Donc c'était vraiment la route des Antilles. Et normalement, ça devait être le dernier voyage du CC Platon. Mais bon, j'ai quand même regardé un peu s'il traînait pas encore sur les eaux, et je l'ai quand même vu encore naviguer un peu plus. Donc moi je pensais que c'était le dernier du CC Platon, et puis peut-être qu'il traînait encore sur les mers. Hein. Mais voilà. Sûr, ouais. Est-ce que vous savez s'il y a des changements? Est-ce que s'il y a des changements par rapport à cette époque? 2015, c'est pas si lointain, mais ça fait quand même quelques années. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les transports maritimes, ou est-ce que c'est à peu près la même chose actuellement? Bon, là, ce qui a changé, c'est que quand je parle des fois du porte-conteneur, beaucoup de personnes me disent oui, mais c'est très moderne, il y a des ascenseurs et tout. Bon, parce que c'est des porte-conteneurs modernes. Le CC Platon, c'était vraiment un vieux bonhomme, quoi. C'était vraiment un vieux porte-conteneur. Donc, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de... Voilà, c'était vraiment très... comme à l'époque. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que, digitalisation, des outils de navigation, même pour charger, décharger. Donc déjà d'un point de vue technologique, ça a beaucoup changé. Donc les métiers ont changé. Mais ce qu'il y a surtout politiquement, c'est que vu l'instabilité actuelle politique, mer Rouge, etc. Ce qui a changé, c'est les routes. Par exemple, il y a beaucoup moins de passages au canal de Suez, voire presque pas. Maintenant, donc les trajets sont plus longs, par exemple. Donc c'est le retour du Cap Bonne-Espérance. Ce qui change, c'est ça, au fait. C'est que maintenant, on ne peut plus circuler les gens en tant que personne comme il y a 10 ans. Ça a changé. Donc, c'est pareil dans la marine marchande. Tout ça, ça se répercute aussi. Donc, les routes qui étaient ouvertes aux sécures ne le sont plus. Et par contre, pour ce qui est des conditions de travail, il semblerait que ça n'a pas beaucoup changé. Ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y avait une nouvelle convention qui allait rentrer en fonction en 2027. Donc ça, c'est tout par rapport à les conditions de travail des marins. Donc on voit que d'un côté, tout ce qui est technologique, ça avance follement, mais les conditions de travail, elles sont pas pour autant meilleures. Et après, il y a tout l'aspect technologique du cargo voile. Enfin, vous avez peut-être vu un peu toutes ces nouvelles technologies. Mais voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mais c'est toujours si on analyse la marine marchande
l'état de la marine marchande, c'est un révélateur du monde, de l'état. La technique change plus rapidement que les conditions humaines. C'est ça. Mais on n'est pas étonné. Oui, parce qu'il y avait quand même une disparité. Alors après, c'est un petit peu technique, mais un navire, il bat pavillon, et en fonction du drapeau, eh bien, les conditions, elles sont différentes. Mais en plus de ça, les personnes, elles sont employées avec des conditions différentes. Donc, par exemple, les Philippins, ils avaient des fois une pause de 1 mois, mais peut-être chaque 10 mois. Alors que les Romains, si je me trompe pas, c'est dans ma tête, c'était un peu comme ça, c'était qu'ils avaient chaque 4 mois droit à une vacance. Enfin, donc c'est une autre charge mentale, une autre fatigue aussi. C'est vraiment des conditions de travail totalement différentes. Donc il y en a qui enchaînent l'émission, et ils voient leur famille, après 10 mois. La première fois, et ça change. Enfin, c'est quand même, c'est comme si on dort 2 fois moins, quoi. J'ai envie de dire. C'est divisé par 2 au minimum. Donc il y a des nationalités qui sont beaucoup plus malmenées que d'autres. En fonction des contrats et du pays de provenance, ouais. Oui, mais voilà, c'est comme le monde. C'est ça. C'est vraiment. Est-ce que, avec toute expérience, vous préfériez ces mêmes voyages maintenant? Moi, j'ai déjà voulu refaire plein de fois. Alors moi, j'ai voulu faire autre chose parce qu'après ça, quand on fait ça, après on a envie de faire plein de choses. Je voulais absolument aller dans un sous-marin. Voilà. Voilà, mais j'ai très très peur. Et quand j'avais envisagé ça de façon un peu sérieuse, c'était il y a peut-être 3-4 ans. Vraiment sérieusement, je me suis dit bon, faut quand même. Là, je vais devoir faire via quelque chose de journalistique parce que je vois pas comment je vais pouvoir être dans un sous-marin. Soit c'est de la recherche, soit c'est militaire, bref. Et puis il y a eu c'est horrible. Il y a eu ce crime horrible de cette journaliste dans un sous-marin. Et là, ça m'a un peu refroidi quand même. Je me suis dit tiens, on est quand même dans un truc. Je sais pas si vous savez cette histoire sordide, mais voilà, il y a eu un truc assez sordide dans le cadre d'un sous-marin. Donc ça m'a un peu refroidi, enfin plutôt les proches. Mais j'en avais pas parlé à beaucoup de monde, hein, c'était non plus, c'est pas. Et par contre, c'est vrai que ce qui m'aurait intéressé, c'est les plateformes pétrolières, offshore, enfin ça je trouve ça. Et puis les porte-avions. Mais dire la vérité, c'est ça. Mais je pense que l'offshore, ça doit être vraiment quelque chose de très 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 je sais pas comment ils font ces gens pour travailler comme ça dans ce vrai non-lieu, pour exploiter les profondeurs. Je l'ai pas envisagé sérieusement dans les années à venir, mais c'est quand même quelque chose qui me rongeait un peu les. Ça trottait. Mais qui sait, peut-être ça sera un prochain livre roman ou livre de voyage, ou on verra. Mais justement, en parlant de ça... Ça vous intéresserait Oui, absolument. Dans quelques années, on vous invite pour les plateformes pétrolières. Oui, absolument, avec grand plaisir. Si c'est aussi bien écrit que celui-là, avec grand plaisir. Mais c'était vraiment très, très riche comme texte, comme lecture. Et là, vous nous avez parlé de la poésie, que vous êtes une poésie violente. Peut-être que en 2 mots par rapport à ce que vous faites, justement, s'il y a un projet de concrétisation de ça, un livre. Bon, en fait, il y a beaucoup de projets. Donc, j'avais fait une nouvelle pendant le Covid, que j'arrive pas à finir parce que le personnage, ça va pas. Je suis pas au clair avec le personnage. Après, j'ai plein de projets qui sont en cours. J'ai 2 recueils d'aphorismes, 1 de poésie. Mais la poésie, c'est un peu difficile aussi à éditer, etc. Et là, je me suis dit que j'avais envie je veux plus retourner dans tous les dossiers de choses que j'ai déjà commencé. Ça m'embarrasse trop, en fait, dans quelque chose et donc là, je me suis replongée je repars à zéro, avec de la poésie. Mais, je peux pas trop en dire plus parce que c'est vraiment, très récent. Et puis, j'ai pas envie non plus de faire ce que j'ai déjà fait. C'est un peu la guerre, la poésie, quand même. Voilà, c'est un peu... J'ai pas envie d'écrire comme j'écrivais. J'ai envie de aussi faire un autre effort.
mais que j'écris beaucoup de façon très spontanée, donc c'est un peu le dilemme. Parfois, il faut que j'enregistre. Je marche, puis il y a quelque chose qui vient, non? Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que ça vient, mais ça vient. Et donc, ça vient souvent en marchant, en mouvement. Alors, des fois, j'enregistre. Et après, il faut mettre ça en forme, il faut pas que ce soit juste, j'ai envie de dire, un petit délire surréaliste. Il faut comprendre pourquoi il y a eu à un moment donné, ces mots, cet alignement ou cette phrase. Pourquoi il y a eu cette injonction à un moment donné. Et après, il faut réfléchir en soi. Qu'est-ce qu'on veut transmettre avec cette poésie? Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même la poésie, elle doit être engagée. Aujourd'hui, j'en ai besoin. J'ai besoin que ça ait une portée et que ce soit quand même compris ou que ça questionne. Donc voilà. Vous êtes totalement tous perdus, je pense. Mais voilà. Oh, ben on s'est réjoui de la suite. Et... Je ne vends rien. Du coup, non, c'est ça. Mais ça viendra. En tout cas, c'était l'expérience. Bon, les temps avançant, c'est 11 heures. Alors, peut-être que pour pas monopoliser les questions moi-même, je peux céder la parole si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Oh, je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Il y a Monique. Bon, il y a quelqu'un. Est-ce que vous avez vécu la tradition du passage de l'équateur? Est-ce que ça existe encore? Parce que on sent très bien que vous avez été pris on est dans un milieu qui n'est pas la montagne, mais c'est un milieu potentiellement hostile. On craint le naufrage alors que c'est l'incendie qui est le plus dangereux. Est-ce qu'ils vous ont fait la petite cérémonie du passage de l'équateur? Non, je sais ce que c'est, mais ils l'ont pas faite. Et je l'ai pas passé. Eux, ils allaient au Brésil, mais ils m'ont raconté qu'ils faisaient quelque chose en lien avec Poséidon, enfin voilà, Neptune, etc. Mais moi, mais ils m'ont dit non. Mais eux, ils le font. Le capitaine, enfin le deuxième officier, il m'a dit non, on le fait. Donc ils l'ont sûrement fait, mais moi, j'ai pas. Non, c'est ça. Ils allaient pas me le faire artificiellement. Mais eux, ils m'ont dit qu'ils le faisaient. Ouais. Ça, c'est... Madiana Roy, il y a 40 ans, j'ai fait le voyage Marseille-Douala en cargo boat sur l'un des 6 grands bateaux suisses, marine suisse, capitaine suisse, et j'ai très peu fréquenté l'équipage en fait, à part le capitaine. Par contre, j'avais 5 compagnons de voyage assez haut en couleur. Il y avait notamment, je prends juste 2 minutes, il y avait notamment un père et son fils qui étaient là avec 5 lions. Ces lions étaient dans la cale. C'était une délégation du Grand Cirque d'Espagne qui allait rejoindre l'essentiel du cirque au Cameroun, et ils arrivaient avec leurs lions. À bord, il y avait bien sûr des stocks infinis de poulets surgelés parce qu'il fallait les nourrir. Malheureusement, on n'a pas pu accoster à Douala, donc on a dû descendre jusqu'à Libreville. Et à Libreville, il y avait plus assez de nourriture, donc on a beaucoup entendu les lions rugir dans la cale, parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Ça, c'était deux co-passagers fort intéressants. Un autre était un Autrichien qui ne savait que l'allemand. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, il faisait un tour en bateau, et à la suite de son voyage en bateau, il publiait un bouquin. Et apparemment, il ne m'avait pas beaucoup apprécié, parce que lorsque j'ai reçu le bouquin, bien sûr qu'on était 6 passagers, j'étais devenue quelqu'un d'amer, de pas drôle du tout. Nous partions au service de l'église protestante du Cameroun, l'église presbytérienne. C'est à peine si j'ai pas passé mes 15 jours en prière sur le pont, carrément. C'est intéressant parce que il n'avait aucun contact
avec l'Afrique. Et à Libreville, on a vraiment dû l'extraire de sa cabine pour qu'il veuille bien poser le pied en Afrique. Mais il écrivait quand même un bouquin sur un voyage en Afrique. Je ne vais pas vous raconter autre chose. Vous me donnerez son nom après quand même. Vous me donnerez son nom. Ça m'intéresse, moi, votre histoire là. Donc, je ne l'ai pas remercié pour le bouquin. Le problème, c'est que moi, je parlais français et anglais, mais pas allemand. Donc, on ne s'est vraiment pas compris du tout. À partir de là, il a fait le portrait de la missionnaire type bornée, pas drôle, qui tricote, ou je ne sais quoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a envoyé le livre. Donc, il ne devait pas du tout avoir l'impression qu'il avait mal croqué son personnage. Il a dit que c'était une fiction ou un récit? Ah, je crois que c'est un récit. Oui, alors là, c'était vraiment... Il aurait dit du roman. Vraiment un récit. Alors, dernière chose, lorsqu'on a finalement pu accoster à Douala, il y avait 2 ours qui faisaient aussi partie du cirque d'Espagne, qui présentaient un danger terrible pour la population. C'est la raison pour laquelle ils allaient les embarquer pour remonter vers l'Europe, parce que tout le monde voulait les caresser. Alors voilà, les lions ont remplacé les deux ours. Alors, non, je dis quoi? Oui, les 2 ours, c'est juste. Et puis, voilà, je sais que lorsqu'on était à Kumba, il y avait la représentation du cirque, et le jeune gars disait, c'est moi qui prends la place de mon père parce qu'il a été mangé par un lion quand il mettait sa tête dans sa gueule. Et en fait, le père, il était avec nous sur le bateau. Il n'avait pas tellement été mangé. Voilà. Moi, il y a 40 ans, un petit container. Je ne sais pas combien il y avait de comment est-ce qu'on appelle ces trucs-là? Non, pas de cabine. De cabine, il y en avait peu puisqu'on était 6. Mais de conteneurs. Bon, marine suisse. Hein. Merci. Quelqu'un d'autre? Quel aventure. Oui, alors Monique Cosandet, justement, une première question. Quel était le pavillon du bateau? On n'en a pas parlé, la nationalité. Il me semble que c'était britannique. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai écouté le livre lu à la bibliothèque, et ça m'a un peu troublé, effectivement, cette histoire de roman au début, parce que je me suis dit, mais j'ai encore demandé à mon mari, mais tu crois, c'est quoi? C'est un roman? Après, je me suis dit, non, on voit bien qu'elle raconte ce qu'elle a vécu. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est quand vous avez parlé de la fusée Ariane, expliqué tout ce qui se passait à propos de ça. J'ai trouvé très intéressant. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion, dans une croisière, mais une croisière pas aussi sportive que la vôtre, disons, mais de rencontrer en Méditerranée des Philippins. Effectivement, nous parlions avec eux et ils avaient des conditions de travail, ils rentraient très peu chez eux, mais c'était des gens tout à fait charmants, serviables. On avait un bon contact avec eux par rapport à d'autres personnes du bateau. En tout cas, merci pour votre livre, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait une autre question? D'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. En effet, les livres, le temps était limité, mais en effet, toute la partie en Guyane qui est très intéressante aussi, la description non seulement des habitants, mais aussi du centre spatial. Mais bon, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas encore lu ou écouté, soit à la BSR, soit à la voir. Je crois qu'il y a des exemplaires que tu as ramenés. Oui, j'ai amené des exemplaires. Alors, si jamais quelqu'un est intéressé, Jessica a ramené quelques exemplaires de son livre que vous pouvez vous faire dédicacer. Et puis sinon, après, on peut poursuivre de manière plus informelle la discussion autour d'un verre. Et en tout cas, merci beaucoup à Jessica et pour le livre et pour la présence ici.
Un grand merci. Merci Et merci à à vous, vous aussi. à la bibliothèque. Merci.